Bonsoir à tous. L'école d'architecture de Strasbourg est très heureuse d'accueillir l'agence Saviose Fabrizi. J'aurais presque envie de dire deux jeunes architectes suisses qui sont installés, j'ai un trou de mémoire, c'est à Sion, voilà, dans une vallée donc, de la Suisse. Alors moi je suis très heureux de les accueillir ici parce que je dirais ils ont une démarche exemplaire, j'aurais presque envie de dire comme tous les architectes suisses, mais c'est quand même pas tout à fait le cas. Exemplaire dans le sens où la fabrication des projets, elle mérite, je dirais, toute notre attention. Vous verrez que ils ont un large panel de projets, que ce soit issus de la commande privée ou issus de la commande publique. Donc ils vont vous présenter une douzaine de projets. Ce que j'apprécie, moi, c'est la rigueur de la démarche. Vous verrez qu'il y a une, je dirais, vraie posture créative avec, je dirais, une rigueur constructive qui est certainement liée à leur formation. Vous savez que les architectes suisses sont souvent très bien formés, les écoles sont plutôt de très bonne facture. Et donc, ça fait 10 ans qu'ils ont, un peu plus de 10 ans qu'ils ont ouvert leur agence. Donc, ils font partie des jeunes architectes, voilà, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on crée son agence, fabriquer des références, faire référence pour ensuite accéder à des commandes plus importantes, se sentir de plus en plus libre dans la fabrication du projet. Et puis il y a évidemment une émulation qui est très forte en Suisse, hein, avec un niveau international qui est regardé un peu de partout. Donc alors, Laurent Saviose, il est donc architecte, il est né en 1976 et il a fait ses études à Fribourg. Ensuite, travaillé dans un bureau d'architecte. Et puis, ils ont créé leur agence en 2013. Et Claude Fabrizi, né presque la même année, donc en 75, diplômé en 98, création de l'agence en 2004. Voilà. Et donc, vous êtes tous les deux associés. Et il y a 13 personnes qui travaillent avec vous. Enfin, vous êtes 13. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse la parole. Et merci. Merci. Voilà, bonsoir à tous. Donc merci pour votre invitation à participer à cette conférence. Ça nous fait plaisir de pouvoir sortir de nos montagnes pour pouvoir présenter notre travail. Donc je suis Claude Fabrizi, c'est moi qui vais commencer la présentation. Comme on travaille tout le temps à deux, je vais ensuite passer la parole à Laurent qui terminera la conférence avec, comme on vient de vous le dire, une douzaine de projets. On passera aux questions à la fin si vous êtes d'accord et si vous en avez. Donc effectivement, on arrive de Suisse. On habite dans une région alpine qui est quand même assez caractérisée par sa topographie. Et puis cette image, elle illustre le contexte paysager dans lequel on travaille. Donc vous avez ici une vue aérienne du canton qui s'appelle le canton du Valais, si certains d'entre vous le connaissent. Il est caractérisé par le passage du Rhône qui prend sa naissance ici tout à l'est et qui va se jeter dans le lac Léman. Enfin, c'est pas pour faire de l'office du tourisme du pays d'où on vient, mais c'est surtout pour dire que finalement ce contexte, il nous influence beaucoup dans notre démarche architecturale. Et puis on verra par la suite avec la présentation des projets que nos projets s'inspirent et s'inscrivent dans ce contexte. Il y a une autre particularité
de la démarche architecturale qui nous est propre, c'est la matérialité. Alors ici, vous avez une image d'une maison qui a été transformée au pied de cette falaise rocheuse qui fait vraiment écho à cette matérialité minérale. Donc, tout au long du processus de projet, que ce soit à l'élaboration de la typologie, mais jusque dans l'étude des détails, on s'inspire fortement du contexte dans lequel on s'inscrit. Ici, vous voyez qu'il y a aussi une volonté au niveau du détail dans la recherche d'élaborer des volumétries simples, assez monolithiques et dénuées de tout ornement pour pouvoir vraiment mettre en valeur les idées qui sont les vecteurs du projet du début jusqu'à la fin. Il y a encore un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, compte tenu de la topographie, de la morphologie du paysage dans lequel on construit, c'est la fenêtre comme cadrage du paysage. On aime bien, vous verrez par la suite, travailler la fenêtre dans son rapport entre l'intérieur et l'extérieur, mettre en scène les espaces habités avec le panorama qui l'entoure. Pour la présentation, on a décidé de structurer la présentation des projets en trois strates qui représentent bêtement l'altitude dans laquelle s'inscrit le projet. Donc vous verrez qu'il y a différentes manières de faire de l'architecture, que ce soit en plaine. Donc la plaine, c'est la zone où coule le Rhône dans notre région. C'est là où on trouve les villes, on trouve aussi l'agriculture, donc les centres, les services, les administrations. Il y a la deuxième strate en hauteur qui concerne les flancs de coteaux des montagnes. Alors historiquement, c'est là qu'on a les villages ruraux qui s'étaient installés pour éviter les crues du Rhône. Et puis vous verrez aussi quelques projets avec leurs particularités, puisqu'ils sont situés sur les sommets, sur des sommets pour certains qui culminent à plus de 4000 mètres. Donc le premier projet en plaine qu'on vous présente, il s'agit de la couverture des ruines archéologiques de Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est un endroit assez particulier, assez incroyable. Pour nous, c'était intéressant et hallucinant de travailler dans ce contexte. C'est un lieu de chrétienté qui a 15 siècles d'existence. Donc il a été fondé en 515. Il y a eu différentes constructions religieuses, il y a des vestiges funéraires qui se situent à cet endroit-là. Et le projet qui faisait l'objet du concours qu'on a remporté en 2004, s'agissait de couvrir ces ruines pour les protéger des chutes de pierre et des intempéries. Donc il s'agit d'un projet pour nous, c'était assez important. Il s'agissait de couvrir 1300 mètres carrés de vestiges. Au niveau de la situation, on voit que c'est situé au pied d'une falaise assez importante, rocheuse. Ici, ce bâtiment, c'est le monastère actuel, la basilique dans sa position aujourd'hui et le clocher. Il faut savoir qu'au fil du temps et historiquement, les basiliques s'étaient implantées au pied de la falaise et puis elles ont subi d'importants dégâts dus aux chutes de pierre. C'est ce qu'on illustre sur ce schéma ici. Donc au fil du temps, les chutes de pierre à cet endroit ont été une constante. Donc de manière continue, discontinue même j'ai envie de dire, il y a eu des éboulements et des destruction de basiliques, notamment la plus connue en 1611. Il y a une chute de pierre a complètement détruit la basilique. Et puis c'est à cette date-là qu'a été pris la décision de la mettre dans sa position actuelle, c'est-à-dire perpendiculaire à la façade, et de libérer l'espace qu'on a couvert. Une autre date importante, en 1942, par exemple, le clocher était entièrement détruit. Donc, pour nous, l'idée du projet, l'idée qu'on a essayé de soutenir tout au long de l'élaboration du projet jusque dans sa réalisation, c'est comment exprimer ce danger permanent qui plane sur le site. Et c'est là que nous est venue l'idée de suspendre ces 170 tonnes de pierre
sur le couvert. Donc ça, c'est une image de concours qui illustre le concept qui était présenté. Il s'agissait finalement d'utiliser ce danger permanent qui existe à cet endroit-là, d'utiliser ce danger pour en faire une protection finalement. Donc vous avez ici un plan qui illustre le couvert de 130 mètres carrés qui finalement s'inscrit entre la falaise et l'actuel monastère. Et l'enjeu, et ce qui était demandé aussi, c'était de créer un couvert qui libère les toitures existantes, puisque les bâtiments étaient protégés, de manière à ne pas créer des appuis sur le bâti existant. Donc là, vous avez une coupe. Constructivement, il s'agit de poutres qui sont encastrées dans la paroi rocheuse et soutenues par deux tirants. Donc c'est une poutre sur 3 appuis qui est entièrement appuyée sur la falaise. Là, une vue depuis l'extérieur du couvert, donc on voit qu'il est légèrement en pente du côté des bâtiments existants pour canaliser l'eau, parce que le deuxième danger, à part les chutes de pierre à cet endroit, c'est évidemment l'eau qui, par son cycle de gel-dégel, détériorait les ruines archéologiques. Donc, sous le couvert est suspendue une tôle de matière synthétique en fibre de verre qui permet à la fois de canaliser l'eau vers cette rigole, mais également de créer un filtre pour la lumière. Juste ce schéma pour vous expliquer qu'il s'agit de 11 poutres finalement sur 3 appuis comme expliqué précédemment, au-dessous desquels sont disposées des structures secondaires, le tout rigidifié par des croisillons disposés aux extrémités de la plaque. Voilà une vue intérieure de ce couvert. Donc on voit l'effet filtrant de la plaque de matière synthétique qui est en plus augmenté par cet effet d'ombre portée des pierres qui sont disposées sur le couvert, qui donne un effet assez incroyable au niveau de la lumière. C'est assez intéressant de parcourir cet espace parce que finalement le filtre et la lumière donnent un effet assez contemplatif, voire de recueillement à l'intérieur de cet espace. Donc là, on voit le clocher au fond de l'espace. Les pierres qui sont disposées sur le... J'ai perdu la souris. Tant pis. Les pierres disposées sur le couvert. Donc là, on voit au niveau de la structure la poutre principale. En dessous, les éléments secondaires qui supportent l'écran de matière synthétique. Et puis sur les poutres principales sont disposées des pierres à l'aide d'un treillis. On verra sur l'image suivante le dispositif de protection. Évidemment, ça demandait une précision assez importante au niveau du raccord avec la falaise pour éviter que les eaux qui ruissellent le long de la falaise passent en dessous. Donc ici, cette image pour illustrer le raccord assez précis entre le couvert et la roche. Voilà. Au niveau constructif, donc vous voyez sur l'image de gauche le dispositif de pierre qui est déposé sur des treillis métalliques tendus de poutre à poutre, qu'on voit sur cette image. Avec l'idée aussi, c'était pas de remplir entièrement la surface pour protéger des chutes de pierre l'édifice, mais de créer des vides, un effet de plein et de vide pour filtrer la lumière et ce dispositif finalement il permet d'absorber les chutes des pierres sur le filet de manière à éviter les destructions. Là une vue générale du couvert avec ce matelas de pierre. Les 170 tonnes de pierre finalement elles n'ont pas seulement pour effet de créer un effet graphique. Il faut savoir que c'est une région qui est
assez exposé aux rafales de vent, à des vents assez violents. Donc finalement, si on a pris le parti d'utiliser cette pierre comme protection, c'est aussi pour son poids propre, de manière à lester le couvert pour éviter qu'il s'envole avec le vent, par effet de succion. La dernière vue du couvert, avec la vue générale des vestiges. Donc à l'occasion des 1500 ans de l'abbaye, une muséographie a été mise en place pour visiter non seulement les vestiges archéologiques ici, mais quelques trésors de vestiges funéraires que possède l'abbaye. Donc les cheminements qui sont ici en bois ont maintenant laissé place à des cheminements qui sont organisés en béton, comme la palissade qui est au fond. Le deuxième projet que je vais vous présenter, il s'agit d'une maison d'habitation individuelle qui est située également dans la plaine du Rhône. Donc cette maison, elle est installée dans un contexte assez particulier puisque elle est dans un quartier de maisons d'habitation individuelles assez hétérogène, hétéroclite, avec pas vraiment d'ordre. Donc le plan de situation ici nous montre la position de la maison dans son contexte. Donc l'accès est au nord de la parcelle. La maison est disposée le plus possible aux limites nord pour dégager un jardin au sud. Et en plus de ça, on voit que l'idée c'était de construire en périphérie, aux confins de la parcelle pour vraiment s'approprier tout l'espace à vivre pour la maison. Au niveau des fonctions disposées à l'arrière et à l'est, les fonctions d'accueil, garage, espace d'entrée. Et puis au sud, en rapport avec le jardin, la terrasse, la partie de la cuisine, pièce à salle à manger, en rapport avec la terrasse, et puis le séjour à l'ouest, sud-ouest. Légèrement surélevé par un effet d'une coupe en demi-niveau, comme on verra après. L'idée aussi de chercher à mettre le programme en hauteur pour dégager des vues au travers des habitations existantes voisines. La forme aussi de la maison, elle se plie, elle se déforme pour cadrer les vues sur le paysage. En plus de chercher de la hauteur, on cherche aussi à viser entre le bâti pour capter le paysage. Donc la typologie en demi-étage pour vraiment dissocier, séquencer les espaces à vivre au niveau du rez-de-chaussée, séjour, cuisine, et puis les chambres à l'étage, partie parents sur la droite et enfants sur la gauche. Donc là, on a une vue extérieure du bâtiment. Donc l'entrée principale en creux dans la façade nord et puis l'accès véhicule sur la façade est. Puis on voit aussi le début de cette clôture, de cette enceinte qui définit le jardin et qui en crée finalement une pièce supplémentaire à l'extérieur. Donc ce mur avec la même matérialité que la maison principale, c'est-à-dire le béton armé apparent. Une vue du sud avec la terrasse et son jardin. Là, on voit bien la volonté de créer un ruban qui s'enroule autour de la parcelle, un peu comme un escargot, pour créer les limites du jardin et les différentes ouvertures qui cherchent la hauteur pour cadrer le paysage. Donc la vue de l'ouest. Au niveau de la matérialité, il y avait une seconde idée, c'était de dire que la matérialité de la façade comme élément structurel continue à l'intérieur en faisant des doubles murs de béton pour les façades et utilisant aussi le béton pour la structure à l'intérieur. Et puis pour pas brouiller la lecture de cette simplicité des matériaux,
juste une seconde matière utilisée pour l'agencement des cuisines et des armoires et des portes. C'est le chêne dans son état brut, à l'image du béton qui est utilisé à l'intérieur. Donc là, une vue sur la partie jour qui est la cuisine en rapport avec le jardin, et sur la droite, on comprend le séjour qu'on voit avec une vue dans l'autre sens. La particularité aussi du demi-niveau des espaces qui s'organisent en demi-niveau, ça permet aussi de créer un escalier central qui devient finalement un peu le noyau, le foyer de la maison, au travers duquel on peut créer des relations spatiales, visuelles pour les habitants, les utilisateurs. Une vue depuis l'espace chambre des parents, avec la vue c'est un sous-espace qui fait office de bureau, qui nous donne aussi une relation avec le séjour en bas, et en haut avec l'espace des enfants, et cette volonté au travers de la fenêtre de cadrer le paysage. Là, on est au sommet de la maison, dans la partie des chambres d'enfants, avec vue sur le bureau. Et toujours cette volonté au niveau de la matière de simplifier au maximum les choses en utilisant le béton et le bois. Projet suivant, qui est lui toujours aussi installé dans la plaine. Il s'agit de la transformation et l'agrandissement d'un hôtel qui s'appelait l'hôtel de la Poste, qui est à Sierre, une petite ville à côté d'où on travaille. C'est un concours qui a été fait en 2005. Il s'agissait de transformer cet hôtel, ce bâtiment qui était déjà un hôtel, en hôtel 3 étoiles. Il était beaucoup trop petit, la cuisine était insalubre. Il s'agissait aussi d'aménager les chambres qui n'étaient pas équipées de sanitaires. Donc le parti de ce projet, on voit sur le plan de situation. Donc c'est le bâtiment qui est au centre, et il est en relation. Il avait la particularité, ce bâtiment, d'être en relation au nord avec une rue historique du bourg, de ce petit bourg qui était vraiment une rue, la rue la plus ancienne de cette ville. Donc il avait une présence, il a toujours été présent sur la rue ancienne, et puis côté sud, à l'image du grand bâtiment en U qui est à côté de lui, qui est l'hôtel de ville. Il était au bénéfice d'un espace paysager assez intéressant, parce que bien orienté au sud, avec un dégagement, avec de la vue. Malheureusement, il était un peu mal exploité puisqu'il était équipé d'un parking. Donc l'idée, c'était de dire on va jouer sur cette opposition entre l'urbain et la partie urbaine, la partie jardin, en aménageant un jardin, en installant une annexe pour le restaurant de l'hôtel à l'intérieur de ce jardin, et en conservant toutes les fonctions d'hôtel et d'accueil dans le bâtiment principal. Donc là, vous voyez la vue du bâtiment à son origine. Donc c'est pas le bâtiment avec les tours, mais c'est bien celui qui s'appelle Hôtel de la Poste, qui était aménagé finalement avec un parking, et au fond on voit la relation avec la rue qui s'appelle la rue du Bourg. Le plan du rez-de-chaussée, pour illustrer les fonctions du bâtiment, donc tout à gauche sur le plan se situe le café. C'est un café de village avec des boiseries, on verra tout à l'heure, qui était un peu finalement la seule exigence du propriétaire, c'était de conserver ce café. Mais pour le reste, tout a été transformé, et on a décidé d'installer en rapport avec l'escalier principal la réception de l'hôtel, et puis de sortir uniquement de ce bâtiment le programme du restaurant, qui est lui installé dans le jardin sous la forme d'une annexe de forme libre, vitrée, pour pouvoir donner l'illusion qu'on mange à l'intérieur de ce jardin, et que chaque
utilisateur finalement bénéficie d'une fenêtre puisqu'il est placé en relation avec la vue. Donc là, vous avez une vue du café qui est en relation directe avec la rue. C'est une rue passante. C'est un espace convivial qui sert au café du matin, à l'apéritif. Enfin, c'est des gens. Les gens qui l'utilisent vraiment comme habitués, contrairement à l'hôtel et son restaurant. Ça, c'est la vue du restaurant de l'hôtel. Un espace beaucoup plus intime, en relation avec le paysage, avec la vue, le sud, l'ensoleillement et le jardin. Une vue du pavillon de l'extérieur avec son système de façade vitrée, cintrée. Donc c'est tous ces courbes qui apportent de la fluidité pour la salle du restaurant, mais qu'il a fallu aussi équiper de protection solaire. C'est le rideau blanc qu'on voit, et ça a aussi été l'occasion pour nous de réfléchir à l'éclairage, comment utiliser un éclairage arrondi à l'intérieur du bâtiment, ainsi de suite. Et on voit aussi là bien le rapport et ce travail d'opposition entre l'ancien qui est massif, construit en murs épais, ouverture de percement, et le nouveau vitré, léger, transparent. L'étage, il y a 2 étages de chambres, c'est 2 étages identiques avec 7 chambres pour chaque étage. Il y a pas constructivement, c'est conserver l'escalier central qui se termine par une petite tour, un clocher à l'intérieur duquel une 15e chambre est disposée. La seule particularité, enfin le seul élément qui nous a été qui nous a servi de fil conducteur pour le projet, c'est de dire finalement, au lieu d'intituler chacune des chambres par un numéro qui correspondrait bêtement à l'étage dans lequel on se situe, on s'est dit que ça aurait peut-être un peu plus ça donnerait une histoire un peu plus intéressante au projet si on intitulait chacune des chambres par le nom d'un arbre, et qui se décline par l'utilisation du bois, de l'essence de cet arbre pour l'agencement intérieur et jusqu'à la porte d'entrée de la chambre. Donc ici on est à l'étage où sur la gauche vous voyez la chambre pin qui utilise donc son essence, et à l'intérieur duquel on trouve notamment le parquet qui est utilisé, et puis petit clin d'œil à l'arbre avec une tapisserie au plafond qui représente une photo prise depuis le dessous d'un arbre, qui donne un peu l'illusion qu'on dort sous le pin. Donc voilà, le dernier projet des projets qui s'implantent dans la plaine, il s'agit d'une salle de sport qui est installée à Viège, donc dans la partie germanophone de notre région. Il s'agit d'un bâtiment qui complète et qui termine un complexe scolaire pour des apprentis qui permet à l'école de dispenser des cours de gymnastique à ses étudiants. Donc, principalement utilisé comme espace de sport, comme 3 salles indépendantes, non pas comme une grande salle pour des manifestations de sport, accessoirement utilisé le week-end comme ça, mais la plus grande partie du temps, c'est utilisé comme un bâtiment scolaire avec 3 salles distinctes. Donc on voit qu'on est au bout du complexe scolaire. Le bâtiment, il termine le bâti, les constructions existantes. Donc il comporte 2 parties, ce bâtiment. Il a la partie orthogonale qui contient les salles de sport, et puis une partie de service qui fait le joint, le lien entre la partie existante et le nouveau bâtiment. Donc c'est 2 corps de bâtiments différents. Le premier, alors la salle, elle est finalement rien d'autre qu'une addition de 3 salles de sport côte à côte, avec un éclairage zénithal, une grande fenêtre
En fait, finalement, c'est une toiture à shed qui permet à chaque salle de sport de bénéficier de lumière naturelle, et puis la partie de service qui est en relation avec les bâtiments existants, qui elle est beaucoup plus basse et qui se déforme en réaction à ce qui l'entoure. Au niveau du plan, donc les 3 salles de sport en relation avec les locaux de matériel pour chacune d'elles, un espace d'entrée d'accueil qui se situe dans le creux du volume de service. Donc principalement des locaux de service au rez-de-chaussée, et puis à l'étage une grande coursive avec des gradins qui donnent vue sur la salle de sport. Chaque salle de sport avec son propre vestiaire et son propre accès direct à la salle de sport. Donc toujours cette idée de rendre autonome chacune des salles de sport. Ce qu'on retrouve en typologie au niveau de la coupe sur le bâtiment. Donc au fond on voit les gradins de chacune des salles de sport, et puis la toiture à shed qui rappelle un peu le contexte aussi industriel dans lequel se situe le projet. Au niveau de l'expression des façades, donc il y a eu un travail assez important pour élaborer des détails qui nous permettaient de, malgré la forme très découpée du bâtiment, conserver un certain aspect monolithique, assez uniforme, en utilisant un matériau de façade affleuré au vitrage, qui donne une espèce d'enveloppe comme ça un peu soyeuse. Donc c'est des plaques de fibre de verre transparentes, et la couleur qu'on voit, c'est uniquement la couleur du lait qui protège l'isolation en transparence à travers le matériau. On voit aussi les 3 fenêtres de toiture qui illuminent chacune des salles de sport à l'intérieur, et puis une 4e fenêtre qui est la 4e ouverture de cette salle de sport. C'est ce grand vitrage au rez-de-chaussée qui donne une relation visuelle entre l'intérieur et l'extérieur sur les espaces de sport extérieurs. Donc là, on est depuis le terrain de sport extérieur. On voit le bâtiment dans son ensemble avec cette grande fenêtre. C'est un geste au niveau structurel qui est assez incroyable, puisque là, il y a une fenêtre de 46 mètres sans éléments porteurs, puisque le mur du bâtiment fonctionne comme un grand voile qui est appuyé sur 2 appuis avec un système de précontrainte élaboré par l'ingénieur. Donc c'était assez intéressant pour nous d'élaborer ce grand vitrage de 46 mètres sans piliers. Là, on voit ce mur depuis l'intérieur avec cette relation importante en direction des terrains de sport extérieurs. La recherche aussi de transparence au travers des fenêtres de toiture pour cadrer le paysage, donner une relation avec le panorama pour les espaces qui sont habités. Et une vue depuis la coursive de distribution des vestiaires en relation avec les espaces de sport et le paysage. Voilà, je vais passer la parole à Laurent. Je vais essayer de retrouver la souris, ça va m'arranger pour la présentation. Non. C'est bon. Voilà, donc projet suivant. Donc c'est un des premiers projets que nous avons réalisé. Ça a été exécuté en 2004. Donc c'est la transformation d'un ancien bâtiment qui a été construit à l'origine en 1814 pour en faire une résidence pour un couple avec un atelier de peinture. Donc on voit ici le plan de situation. Donc c'est dans un tout petit hameau, on voit ces maisons assez dispersées. C'est vraiment le petit centre du hameau où on a quelques maisons un peu plus regroupées. Donc on voit ici une image avant les travaux.
Donc c'est un bâtiment qui a été construit par étapes. On a la première étape qui se situe ici, qui était un logement. La deuxième étape qui était une partie de grange. Et puis la dernière étape qui était aussi un logement un peu plus tardif, avec une particularité, c'est ici un percement à travers le bâtiment qui correspond à une servitude de passage pour le bâtiment voisin. Voilà une autre vue avant les travaux. Donc on voit qu'il y a quelques annexes qui avaient été ajoutées. Il y avait on voit le bâtiment principal en pierre, mais il y a quand même des parties en briques ici qui ont été ajoutées. Il y avait des parties de la grange qui étaient en lame de bois. Donc pour nous, l'élément important de ce projet, on trouvait qu'il avait un caractère très fort, très minéral. Et puis en rapport avec le contexte, on a ce cirque de rochers à l'arrière. Donc on trouvait que c'était important finalement de révéler ce côté minéral du bâtiment. Donc on voit, ça c'est le même point de vue que ce qu'on avait avant. Donc on a fait un gros travail de simplification, on a enlevé les éléments un peu qui parasitaient un petit peu cette lecture de ce côté basique minéral. Donc on n'a plus d'avant-toit, on a enlevé les volets, on a remplacé les parties en bois par des éléments en béton. Donc c'est des coffrages, des éléments de coffrage en lame pour garder cette texture, mais tout est minéral. On a les ouvertures qui sont les petites ouvertures sont les anciennes ouvertures qu'on a réutilisées, et puis on a créé quelques grandes ouvertures qui sont elles affleurées à la façade pour donner quelques points de vue comme ça sur le paysage. Voilà une vue du côté nord, donc le volume en lui-même n'a pas été augmenté. Voilà, donc là, c'est peut-être cette image où on voit mieux ce rapport vraiment fort entre le bâtiment et son contexte, quoi, avec ce cirque de rochers à l'arrière. Alors, constructivement, on a des murs en pierre existants qui font 60 cm, et puis on a doublé ces murs avec un béton isolant qui fait environ 30 cm. Donc on a des murs d'une épaisseur importante. Ce béton isolant, il nous permet de tenir le mur en pierre qui n'était pas très stable. C'est la nouvelle structure du bâtiment, et également ça isole thermiquement le bâtiment. On voit aussi sur cette image les positions des fenêtres, donc les fenêtres, les percements existants qui sont des fenêtres qui s'ouvrent, qui sont posées à l'intérieur, et des fenêtres, les grandes fenêtres qui sont elles à l'extérieur. Voilà, ça c'est une carotte de béton mise à port. Donc c'est ce béton isolant, on voit c'est granulé, c'est du verre expansé qui remplace finalement le gravier. Alors on voit ici une image de cette partie en béton. Donc ça on voit cette texture de lame. Donc on a coffré ça avec des lames de différentes épaisseurs. Donc là on se retrouve avec un mur d'environ 1 mètre d'épaisseur uniquement en béton. On voit aussi la texture du béton. Donc pour améliorer le coefficient thermique, on a dans ce béton des adjuvants qui entraînent de l'air. Donc on a beaucoup de bulles en façade. Donc on voit c'est vraiment un béton qui est très très brut. Alors voilà, plan du rez inférieur. Donc on a ici ce passage qui traverse le bâtiment. Donc c'est cette ancienne servitude où on trouve l'entrée. Donc abrité ici l'espace d'entrée avec l'escalier de distribution. À cet étage, c'est surtout du stockage, des caves, du technique, petite galerie et un petit espace indépendant ici avec un sauna. L'étage principal, donc on arrive par cet escalier, on a au centre l'espace de la cuisine, on a un accès possible aussi à l'extérieur, un petit WC-douche, un espace pour atelier de peinture et l'espace du séjour. Donc on voit aussi sur ce plan les 3 espaces qui correspondent aux 3 étapes de construction du bâtiment. L'étage supérieur, on retrouve la chambre principale, chambre avec un espace de salle de bain, dressing et un vide sur la cuisine. Voilà en coupe. Donc on a un double niveau sur l'espace d'entrée, ensuite décalé un double niveau sur la cuisine. Donc là on voit l'espace d'entrée. Donc
l'intérieur est un peu la continuité de l'extérieur. On est entièrement en béton. Donc c'était une volonté au niveau de la matière de notre côté. C'était aussi une volonté de la cliente d'avoir un intérieur assez brut, assez simple. L'idée, c'est qu'elle puisse exposer ses peintures. Enfin, elle travaille beaucoup en mettant ses peintures, les regardant et les reprenant, etc. Donc c'est un peu, on voit ici une de ses peintures. Voilà l'espace de la cuisine. On devine sur la gauche le vide sur l'entrée et où on voit ici le double niveau qui donne sur l'espace de la chambre. Donc vraiment un intérieur entièrement minéral. Donc une autre vue ici de cette cuisine. Les murs en pierre qu'on voit, c'est la séparation de ces trois volumes principaux. Voilà l'espace du séjour avec une grande fenêtre qui cadre le paysage. L'intérêt de cette fenêtre aussi, avec la forte épaisseur du mur, c'est qu'on se retrouve avec un espace utilisable dans l'embrasure de la fenêtre. Donc on a 90 cm, 90 cm utilisable, et puis il y a toujours des coussins, et puis c'est vraiment un espace de repos dans cette fenêtre. Voilà son atelier de peinture et la chambre. Donc là, on a une ouverture en toiture dans cette chambre. On a la falaise qui est tellement présente que depuis le lit, on voit un peu cette arête. C'est assez impressionnant. Voilà. Alors, projet suivant. Donc là, on est à moins de 50 mètres du projet précédent. Même client. C'est juste qu'il y a 10 ans qui séparent ces deux projets. Donc c'est l'atelier de peinture. Elle en avait marre d'avoir son atelier de peinture squatté par ses petits-enfants, donc elle a décidé de construire un bâtiment dédié uniquement à son atelier. Donc on voit ici le plan de la parcelle. Donc c'était une parcelle qui était très allongée, un projet assez contraignant parce qu'on a une distance ici à respecter au niveau de la limite de construction, enfin limite de parcelle. Limite de construction, c'est ce pointillé rouge. Donc en fait, on a la forme du bâtiment qui est vraiment définie par cette limite. On est dans une zone qui s'appelle une zone chalet, donc il y a des contraintes à respecter au niveau de la hauteur. On a maximum 6 mètres de hauteur. On a obligatoirement un toit à 2 pans. Et puis on a obligatoirement une façade, une parité entre les façades en bois et les façades en maçonnerie. Donc voilà, si on met ensemble toutes ces contraintes, on se retrouve avec un projet qui est quasiment fini. On a donc ici une façade, donc on voit que la forme a été définie par la parcelle, la toiture également avec cette contrainte de toit en pente. Et puis on voit sur la gauche, on a des parties qui sont en bois, et sur la droite, on a des parties en béton. Disons, on ne voulait pas se limiter à la séparation des matières traditionnelles avec un socle en maçonnerie et puis une partie supérieure en bois. Et puis on a des façades qui sont très différentes. Donc on a ici une façade qui est très en hauteur, tout en béton. À l'arrière, une façade qui est plus calme, disons, qui suit la pente du terrain, où on a l'entrée principale de l'atelier. Voilà un petit plan de l'atelier, donc c'est très simple, on accède par ce côté-là, on a une grande porte ici, un seul espace pour l'atelier avec des points d'eau, un petit WC. Une petite terrasse ici qui sert d'espace de sculpture, et puis un petit espace de dépôt qui est en rapport avec le jardin. Voilà, donc on va faire juste un petit tour de ce bâtiment. Donc on a la face d'entrée ici qui est entièrement en bois. Et puis, si on se déplace, on voit que la matérialité de façade change. Donc de bois, on passe à un élément en béton un peu en dégradé comme ça. Voilà, et la façade à l'opposé, on est entièrement en béton. Voilà un petit détail ici constructif où on voit donc le mur en béton qui est isolé à l'intérieur, et puis on a ces réservations
qui ont été laissés pour insérer ces lames de bois. Et on a le coffrage qui a été fait avec le même type de lame. Donc on voit ici vraiment ce mélange des deux matériaux. Voilà, c'est du bois qui a été, pour éviter le vieillissement du bois un peu irrégulier des quelques premières années, c'est un bois qui est laissé pendant quelques mois à l'extérieur avec, je crois, des champignons ou quelque chose comme ça, qui lui donne un aspect assez uniforme, gris, directement gris, puis il va continuer à vieillir, il va se noircir, mais on évite la période des 2 premières années où il est complètement irrégulier. Alors voilà cet espace de terrasse avec la grande ouverture sur l'atelier. Voilà l'atelier tout simple avec donc on a un sol en béton et puis les parois qui sont peintes en blanc pour des questions de pas perturber les couleurs des peintures. Voilà, on a aussi travaillé quelques éléments, donc on voit au fond dans cette partie. Oups, j'ai perdu la souris. Ah non, elle est là. Cet élément, on a le WC, et puis ces éléments de ces grands plans de travail avec évier en béton également. Voilà, petit point d'eau extérieur aussi en béton. Voilà, bâtiment suivant, donc c'est une maison qui se situe dans un petit hameau. Ouais, on voit pas grand-chose sur ce plan, mais on a la route principale qui se situe ici avec les quelques bâtiments qui sont construits le long de cette route. On a un accès par ici avec un espace de parking. La maison se situe une dizaine de mètres plus haut. Ouais, je vais passer rapidement les plans. Donc on peut accéder depuis l'espace de la route, on accède par un passage souterrain jusque-là, principalement en hiver, en été on peut accéder directement. Et puis par cet escalier, on arrive à l'appartement principal. On a à ce niveau un petit appartement pour les amis. Donc on voit ici l'étage principal. Ouais, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, on ne voit pas grand-chose. Bon, c'est un espace qui est entièrement vitré. Ouais, je pense qu'on va passer aux images, c'est plus simple. Bon, étage supérieur, on a 3 chambres avec chaque fois une petite salle de bain. Bon, la coupe peut-être qui est juste intéressant de comprendre. Donc on a l'appartement des amis à ce niveau-là, l'étage intermédiaire qui est l'espace jour de l'appartement principal, et puis l'espace nuit qui se situe sous le toit. Voilà, donc on se situe dans un environnement qui est assez intéressant. On est un peu en dessus du village, donc on a vraiment une vue qui passe par-dessus les maisons voisines. On est en limite de la zone à construire côté amont. Donc c'était une demande du maître d'ouvrage de pouvoir profiter de la vue sur 360 degrés. Donc disons, on a pris ça assez littéralement, puis on a fait un espace de rez-de-chaussée entièrement vitré. Donc on a repris quand même quelques éléments de l'architecture traditionnelle, la forme rectangulaire simple, le toit à 2 pans, la façade en bois. Et puis un peu on voit la disposition dans le terrain, disons, ça correspond à ce qui est fait traditionnellement le long de cette route. Donc voilà, à l'intérieur, ben évidemment, on a un vitrage du sol au plafond. On profite au maximum de cette vue. On a quelques éléments donc, pleins qu'on a essayé finalement de masquer en plaquant avec de l'inox polymiroir. Donc c'est la partie, par exemple, que vous voyez ici à gauche. Donc on a vraiment voulu essayer de poursuivre cette impression de vision sur 360 degrés, que ce soit avec la vue directe ou avec des reflets. Donc on voit, ça nous redonne finalement une ligne ici continue de paysage, qui est en fait parfois de la vue, parfois du reflet. Voilà une autre vue de cet espace.
Voilà, on a une petite terrasse qui est intégrée dans ce volume. Et puis on voit ici, cette terrasse elle est sur 2 niveaux, donc on voit à l'étage supérieur la fenêtre qui est la fenêtre du bureau de l'étage du premier étage. Voilà l'étage supérieur, donc ça c'est la fenêtre du bureau qu'on voyait depuis le bas. Donc là tout est traité de manière beaucoup plus simple, vraiment un peu abstrait, quoi. Tout est en blanc. Voilà, la chambre et une salle de bain. Voilà, projet suivant, donc c'est la transformation d'un mayen. Un mayen, c'est un logement rudimentaire qui était utilisé durant l'été à l'alpage. Donc c'était vraiment au sous-sol des places pour quelques vaches et à l'étage un petit logement. Donc on voit, c'est un bâtiment qui au départ datait de 1880. Il avait été transformé en 1980. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc il avait été, on voyait plus grand chose du bâtiment d'origine. Il avait été surélevé aussi de je pense 1,50 m. Voilà l'autre façade avec un avant-toit qui avait été rajouté énorme. Donc pour nous, le bâtiment n'avait pas beaucoup de qualité pour lui-même, donc on a vraiment essayé de mettre en valeur son rapport avec l'environnement. Donc on est dans un endroit qui est très proche de la nature, et puis on a voulu vraiment faire profiter l'espace principal de cette nature environnante. Donc on a créé ici un plan du rez-de-chaussée où on a des très grandes ouvertures, donc c'est ces ouvertures que vous voyez ici. Donc si je vous explique juste le plan, donc on a l'entrée qui se situe là, un petit espace de cuisine, espace repas, espace séjour, un petit WC douche et un escalier qui passe à l'étage. Donc l'idée c'était vraiment de créer des sortes de boîtes qui définissent l'espace, et que finalement l'enveloppe du mur disparaisse. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on a un peu ces sortes de boîtes qui définissent les 4 angles du bâtiment. Et entre ces boîtes, on a vraiment une très grande ouverture. Donc c'est un tout petit espace, ça fait 7 mètres par 7 mètres. Voilà, toujours le même espace. Matérialité, on a les murs ont été doublés, donc isolés à l'intérieur et doublés avec des panneaux de bois qui sont lasurés gris foncé. On a essayé je pense que le foncé nous donne un cadrage sur le paysage qui est plus fort. Voilà l'étage du haut, donc qui est tout simple. On arrive par cet escalier, on a un espace de distribution qui est un espace de jeu et 2 petits dortoirs. Voilà, on voit ça en image. Donc le toit est très bas. Et voilà, là les panneaux de bois sont laissés naturels. Voilà, on voit ça en coupe. Donc l'étage principal, l'étage nuit, et puis on a un petit espace cave au sous-sol. On voit aussi, on coupe ici les épaisseurs de murs. Donc ça, c'est les murs existants. Partie de murs en pierre et partie de murs en briques qui ont été rajoutées ultérieurement. Donc maintenant, ce bâtiment se situe dans une zone agricole, donc on a l'interdiction de l'agrandir ou de le modifier trop fortement. Bon, voilà, on a une petite particularité ici aussi dans ce bâtiment, on a des fenêtres, des très grandes fenêtres. Donc c'était des fenêtres trop grandes pour fonctionner avec des profils standards. Donc on a vraiment travaillé avec un artisan pour créer des fenêtres de grandes dimensions. Donc c'est des cadres en acier mais vraiment massifs, donc qui tiennent finalement ce vitrage. Donc c'est du triple vitrage. Et puis c'est ces grosses charnières qui font plutôt penser à de la construction, navale que du bâtiment. Voilà, on voit cette fenêtre ouverte.
Donc c'est pas une coulissante, c'est vraiment une rotule qui se situe ici. Donc la fenêtre fait environ 1 tonne. Ça se déplace à la main finalement assez facilement. Même les enfants qui sont là l'ouvrent. Voilà une vue de la façade. Donc on voit aussi, je trouve intéressant de comprendre un tout petit peu l'histoire du bâtiment aussi. On voit ces différentes textures. On a la partie en pierre qui était l'étape initiale. Donc le toit avant, il était là, qui faisait vraiment ça. Ensuite, il y a cette étape qui a été construite en 1980. Donc c'est cette partie en briques qui a été ajoutée. Et puis notre intervention contemporaine qui est en béton, donc on a des murages de fenêtres ou des renforcements d'embrasures par exemple. Donc l'idée aussi c'est, disons, ces Mayens ont toujours été de construction très sommaire, et puis je trouve que de garder ce côté assez brut et pas vouloir faire finalement quelque chose de joli, c'était assez l'idée aussi de l'histoire du bâtiment. Bon, on voit ici une élévation qui correspond à cette façade. On remarquera en passant qu'au départ, il n'y avait pas d'avant-toit. Ça n'a vraiment pas plu aux autorités, on a dû en rajouter un petit. Donc on voit aussi un point de vue. Voilà, on avait... disons, ces grandes fenêtres donnaient finalement un grand rectangle noir. Et puis on voulait finalement essayer de minimiser quand même l'impact de ces fenêtres sur le bâtiment. Et c'est pour ça qu'on a décidé de peindre le bâtiment d'une couleur foncée pour essayer de noyer un peu ces grandes fenêtres. Voilà, différents points de vue. Voilà. On va passer à l'étape supérieure au niveau de l'altitude. Donc, on a le prochain projet qui est aussi une transformation d'un Mayen. Là, on se situe en dessus des villages habités à l'année. Donc, on est environ à 1800 mètres d'altitude. Donc, c'était un bâtiment qui était au départ un bâtiment agricole. Une particularité, c'est c'était des tout petits bâtiments. Ils étaient construits souvent par 2 frères. Donc il est séparé en 2. On voit il y a 2 portes. Donc, il était encore divisé en 2 au milieu. Et puis on voit ici le plan de l'étage supérieur. Donc c'est un tout petit espace, quoi. C'est vraiment un logement de vacances. Assez petit. Donc l'espace principal ici, coin repas, espace séjour, une petite cuisine, un petit WC douche. Et puis ici on a créé une grande ouverture panoramique. Disons, pour nous c'était un peu la qualité du lieu, c'est qu'on a une vue qui est super intéressante. Étage inférieur, donc on a l'escalier qui arrive par là, et puis on a un espace de dortoir. Donc possibilité de dormir à 6 personnes ici dans un dortoir. Voilà, on coupe. Donc on était très limité au niveau des hauteurs, donc on a dû abaisser un tout petit peu le niveau inférieur, et on a également monté le toit d'environ 60 cm. Et on voit ici, on coupe cette fenêtre panoramique. Donc voilà, vu de l'extérieur, de ce côté-là, pas grand-chose de nouveau. Voilà, l'intervention qui est visible, c'est vraiment cette grande ouverture. Donc voilà, ce bâtiment il se situe maintenant sur les pistes de ski, donc ça lui donne aussi un intérêt pour y loger. Une petite ouverture aussi qui a été créée sur ce côté-là, principalement pour accéder à l'espace extérieur en été, qui se situe dans cette partie-là. Voilà, une vue. Donc là, on est dans l'escalier qui relie les 2 niveaux, donc on voit en bas l'espace du dortoir, et puis en haut, la cuisine sur ce côté. Là derrière on a le WC. Voilà, l'objectif c'était de pouvoir profiter de cette vue depuis l'espace principal. Donc l'intérieur est entièrement doublé en lames de mélèze.
Donc c'était aussi le souci de... on est entouré de mélèzes, il y a des forêts de mélèzes, donc c'était aussi essayer de retrouver un peu ce langage de bois. Voilà une image de l'étage inférieur. Donc ça, finalement, c'est l'ancienne écurie. On a toujours la porte ici de l'écurie en deux parties qui pouvait s'ouvrir ici. Et puis qui est aussi très utile en hiver parce que ça nous permet de garder cette partie-là fermée qui est recouverte de neige et puis d'ouvrir la partie supérieure pour quand même pouvoir ventiler, ouvrir, avoir de la lumière. Voilà. Donc dernier projet de notre petite balade architecturale. Donc là, on monte encore d'un étage en altitude, on est à plus de 3000 mètres, on est à 3256 mètres d'altitude exactement. Donc c'est la cabane de Tracuis, en Suisse on appelle cabane, en France c'est plutôt un refuge. Donc c'est un lieu une étape, disons, pour les alpinistes qui gravissent les sommets environnants. Donc juste pour situer, on se situe à peu près 4 heures de marche de la première route carrossable. Voilà, bon, c'est un site exceptionnel, donc on a une falaise, une arête de falaise qui se situe ici, on a le glacier à l'arrière. Et puis finalement, c'est un peu ce contexte qui nous a donné la position et la forme de ce bâtiment. Donc on a vraiment essayer d'avoir un bâtiment en longueur qui reconnaît, il y a une cassure qui reconnaît la cassure de l'arête. Et puis on est vraiment posé au plus proche de la falaise. Ici on voit sur cette partie-là, c'est l'ancienne cabane. Donc le mandat c'était de construire une nouvelle cabane. Et puis donc ensuite on a démonté l'ancienne cabane qui était très vétuste. Ouais, c'est un peu bizarre comme il sort ce plan. Mais alors voilà, ça c'est l'étage supérieur. Donc c'est une capacité donc c'est l'espace où on trouve les dortoirs. Capacité de la cabane, c'est 116 places. Donc on ne cherche pas à faire du confort, quoi. C'est vraiment des dortoirs qui sont compacts. On a des dortoirs de 4 places ici, donc c'est toujours des lits superposés. Dortoir de 12 places et un dortoir de 24 places. L'étage du rez, donc on a l'entrée qui se situe ici, espace pour les skis ou pour les cordes, un espace où on se change les chaussures, espace de distribution après par l'escalier, et puis le réfectoire qui est l'espace principal où on mange. Donc ce réfectoire, c'est l'espace qui est entièrement ouvert ici sur la vallée et qui est posé vraiment sur l'arête. On a ici à l'arrière la cuisine et la chambre du gardien qui se situe là. On a encore un niveau inférieur où on trouve, donc on arrive par l'escalier principal ici, on trouve les sanitaires, les locaux techniques, réservoirs d'eau, et puis des locaux de stockage de nourriture qui sont en rapport direct ici avec la place de dépose par hélicoptère et qui peuvent relier la cuisine. Alors, c'est clair de construire en altitude, ça, il y a de nombreuses contraintes. Les principales contraintes sont le temps, parce qu'on a à peu près 4 mois à disposition pour travailler à l'extérieur, dans des conditions, disons, plus ou moins correctes. Donc il fait quand même, moyenne de température, c'est quand même 0 degré. Et puis la deuxième contrainte, c'est le poids, parce que tous les éléments sont transportés par hélicoptère, donc il faut, plus c'est léger, plus c'est facile à transporter, plus c'est rapide. Donc on voit ici la cabane en construction, on voit l'ancienne cabane qui se situe là. Donc voilà, donc le choix de la structure, c'est de faire des éléments préfabriqués en bois. Donc des éléments de 600 kg qui sont composés de structures isolées et puis des panneaux de chaque côté. Donc c'est ça qui permet d'avoir une construction très rapide. Donc là, pour les 3 étages de la cabane, la structure a été montée en 9 jours.
Et puis, alors il y a quelques éléments de béton, mais qui ont été vraiment limités au strict nécessaire. Donc on voit ici une coupe, on a des éléments de structure ici, de semelles plutôt en béton, qu'on pouvait difficilement faire autrement qu'en béton. Il y a aussi quelques éléments particuliers, comme il y a un réservoir d'eau de 35 000 litres qui lui aussi était en béton. Et il y a des renforcements sismiques aussi qui ont dû être faits en béton. Tout le reste, c'est des éléments de saturbois, autant pour les parois que pour les planchers. On voit ici la façade sud qui est un peu la prolongation de cette falaise et qui fonctionne comme un grand capteur solaire. Donc on a sur cette façade 95 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et des grandes ouvertures qui permettent aussi d'avoir des gains solaires thermiques. Donc voilà un point de vue depuis le réfectoire. Donc grandes ouvertures, on a aussi pas mal de contraintes, on a des vents qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h, donc on a des verres qui sont renforcés, enfin des choses assez particulières. Et puis là, on a vraiment une vue plongeante sur la vallée. Voilà une autre vue du réfectoire, avec une partie qui peut se fermer. Donc en hiver, la cabane est gardiennée environ 4 mois par année. Et puis en dehors de ces 4 mois, la cabane est ouverte. Et par contre, il n'y a pas de gardien, donc il y a cette partie qui est fermée. Et puis juste la partie au premier plan est utilisable. Donc matérialité, c'est très simple. On a des panneaux de pin qui sont laissés bruts. Voilà une vue du dortoir. Donc on voit que c'est extrêmement compact. Les couloirs qui sont les seuls éléments qui ne sont pas en bois parce on a des contraintes au niveau des chemins de fuite pour avoir des matériaux incombustibles. Voilà, donc ici on voit la façade sud donc, qui est couverte de panneaux photovoltaïques. Les autres façades sont traitées de manière différente. On a un revêtement qui est en tôle d'inox. Le choix de l'inox a été fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour ses qualités réfléchissantes. On avait envie d'essayer, par le reflet, d'intégrer au mieux la cabane dans son environnement. Bien sûr, d'autres questions au niveau de sa résistance à la corrosion, bien sûr, mais également des questions de stabilité chimique, parce qu'on a l'eau de la toiture qui est récupérée pour la consommer. Donc on voit ici la façade de l'entrée, donc l'entrée se situe ici. La position de l'entrée est assez déterminante parce que en hiver, il faut trouver une façade qui est où la neige se dégage toute seule avec le vent. Donc, en hiver, là, devant cette façade, on a environ 50 cm de neige. À l'arrière, sur la façade nord, on a eu jusqu'à 7 mètres de neige accumulée avec le vent. Donc, mieux vaut avoir l'entrée du bon côté. On voit ici aussi les panneaux photovoltaïques qui sont intégrés à la façade. Aussi, on essaye aussi d'avoir toujours des choses très lisses parce que dès qu'on a un petit retrait, une tablette de fenêtre, on a de la neige qui s'accumule, ça gèle, puis ensuite l'eau, elle s'infiltre, et puis c'est assez contraignant au niveau de l'eau. Voilà, donc les façades est, ouest et nord, c'est des petites ouvertures, donc c'était l'idée de minimiser les pertes thermiques tout en permettant d'avoir un éclairage naturel des locaux et puis éventuellement aussi une ventilation naturelle. Voilà, on voit aussi un peu le reflet aussi qui varie selon la lumière. Alors bien sûr, avec un projet isolé de tout réseau énergétique, on essaye de viser l'autonomie énergétique. Donc on a bien sûr un bâtiment qui est très bien isolé, on a un bâtiment qui est très compact, on a uniquement quelques locaux qui sont chauffés,
On a un chauffage qui est avec des pellets. Et puis on essaye de produire l'énergie, donc on produit un maximum d'énergie avec ces panneaux photovoltaïques. C'est pas toujours suffisant, on a aussi une génératrice qui peut couvrir notamment les pointes dues à la cuisine. Il y a également la gestion de l'eau qui est un problème important, donc l'eau est récupérée par la toiture, mais en hiver on n'a pas de fonte, donc on doit stocker de l'eau de manière importante, donc on a un réservoir de 35 000 litres qui permet de conserver de l'eau pour la période du printemps. Donc voilà, ça c'est le point de vue en arrivant à la cabane après 4 heures de marche. Voilà une vue à l'arrière. Voilà, la présentation est terminée. Alors on se tient bien sûr à disposition si vous avez des questions. Déjà, je vous remercie pour cette présentation très élaborée, avec beaucoup de précision. C'est intéressant parce que, évidemment, je pense que si on peut caractériser votre architecture, elle est à la fois inventive mais très précise. Et c'est ce qui fait la force des projets, c'est que on peut à la fois avoir des postures très simples, mais si elles sont mises en œuvre de façon exemplaire, tout d'un coup, le projet se transforme et devient quelque chose de totalement différent. Donc c'est pour ça que, finalement, à chaque fois que vous présentiez le projet, on était presque en haleine de voir comment ça se passe, comment c'est à l'intérieur. Et c'est, j'aurais envie de dire, la plus belle surprise, souvent, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une force dans les espaces que vous proposez qui est assez impressionnante, je trouve. Donc c'est plutôt bien. Et puis en plus, vous avez, je dirais, ça c'est important pour présenter ça à des futurs architectes. Vous avez je dirais, pas l'intelligence, mais en tout cas la générosité de nous expliquer comment c'est fait. Donc les choses ne sont pas mystérieuses, mais vous prenez le soin de montrer en fait comment les choses sont construites. Alors est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi j'avais une question quand même qui me tracasse, c'est que on a vu finalement beaucoup de matière, une seule couleur, si mes souvenirs sont bons, c'est le vert, un vert pâle assez subtil. C'est votre couleur préférée ou Bon, c'est vrai qu'on essaye souvent de laisser la couleur à la matière ou alors à l'inverse d'avoir des choses noires ou enfin des couleurs un peu plus discrètes. Mais c'est peut-être un choix aussi des projets qu'on a présentés parce qu'on a fait aussi des bâtiments, on a fait notamment des salles qui sont entièrement roses du sol au plafond. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas la majorité des projets. D'accord. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Bonsoir. Moi, j'avais une question technique pour le refuge, du coup, les parties en béton. Comment vous avez fait pour les couler, vu qu'il faut qu'ils fassent plus de 0 degré et que ça devait être au début du chantier, donc en fin du printemps? Enfin, je sais pas, ça n'a pas posé des problèmes? Bon, alors il y a la possibilité de mettre des antigels dans le béton, des éléments qui le réchauffent ou qui le tiennent un peu, qui empêchent le gel, simplement. Et puis bon voilà, on a pas fait, disons c'était en juin quand on a fait ça, et puis on a eu un peu de chance avec la météo, il faisait pas très froid, puis les bétons étaient protégés le soir, des choses comme ça. On n'a pas eu besoin de faire des éléments particuliers. Mais à part ça, ça se fait. Il y a des nattes chauffantes qui se mettent sur le béton puis qui permettent de chauffer le coffrage quand c'est vraiment extrême. Mais là, on n'a pas eu besoin d'utiliser ce système-là. Merci. Bon, bah, visiblement, tout est clair.
Alors, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci. Merci.